Abou Mohamed Al-Masri, numéro 2 d'Al-Qaïda, aurait été éliminé par des agents du Mossad en plein cœur de Téhéran en août dernier. Un partage d'informations américano-israéliennes. Mishka Ben David, écrivain et ancien commandant des renseignements de l'unité Césarée du Mossad, l'équivalent du service Action. Quel est le degré de coopération entre la CIA et le Mossad ? Il y a de nombreuses coopérations entre le Mossad et la CIA. Je suppose que la CIA aide le Mossad là où le service israélien a plus de difficultés à opérer, notamment là où il y a une présence diplomatique américaine et aucune présence israélienne. Mais l'inverse est vrai aussi. La CIA se sert du Mossad dans des endroits où les services israéliens ont une expérience et une connaissance opérationnelle déjà confirmée. À ce propos, je ne sais pas si dans ce cas précis, la CIA a envoyé des informations précises au Mossad en lui demandant d'éliminer la cible. Ou alors, si les services américains ont plutôt dit aux Israéliens que la cible se trouvait à Téhéran et qu'il serait bien de le trouver et de l'éliminer. Je ne sais pas dans quelles conditions cela s'est déroulé. Est-ce que vous pourriez me projeter dans la tête du chef du département de renseignement de l'unité des Césarées du Mossad? À partir du moment où vous recevez l'ordre d'agir, que se passe-t-il? Comment on monte une telle opération? Cela m'est arrivé à de nombreuses reprises de recevoir l'ordre de préparer une opération particulière. La plupart du temps, cela ne concernait pas des éliminations ciblées, mais j'ai dû aussi y faire face concernant une cible précise. À partir de ce moment, je dois trouver la cible. Il n'est pas toujours simple de la localiser. On ne sait pas toujours où la cible réside, où elle se trouve, qui la protège. Comme cela a été le cas avec Khaled Mesha al-Haman. Bien que la Jordanie soit très proche d'Israël, à cette époque, les Israéliens ne jouissaient pas d'une liberté de mouvement sur place, et surtout pas dans les camps de réfugiés. Il a fallu beaucoup de travail pour localiser les commandants du Hamas, où ils travaillent, quel chemin empruntent-ils. Et pour ce faire, j'entreprends plusieurs opérations. Je fais appel à des sources, par exemple des agents arabes infiltrés, mais j'envoie aussi en parallèle mes hommes dans des endroits sensibles pour répertorier des informations concrètes. Je prends l'exemple du chef du djihad islamique, Fathi Shkaki. Il ne sortait jamais de Syrie, si ce n'est pour se rendre une fois par an en Iran et une autre fois en Libye. Nous avons réussi à le repérer lorsqu'il a voyagé en Libye via l'Italie et Malte, tout en transitant par Rome. Nous avons découvert qu'il était déguisé. Nous l'avons suivi à Malte. Nous avons attendu qu'il revienne en Libye et c'est là que nous avons opéré pour l'éliminer. Je suppose que c'est ce type d'opération qui s'est déroulé à Téhéran. Il fallait savoir le nom que la cible utilisait en Iran, connaître son adresse. Et même lorsque les agents se sont rapprochés de lui, il fallait le photographier, montrer la photo à des gens qui le connaissaient pour être certain qu'il s'agissait bien de la cible afin de ne pas tuer la mauvaise personne. Une fois la correspondance établie, il faut étudier son quotidien, ses déplacements, le meilleur endroit pour l'éliminer. Chez lui, au travail, au restaurant, au cours d'un déplacement en voiture. C'est ce dernier scénario visiblement qui a été retenu pour permettre à des motards de se rapprocher de la cible, tirer à bout portant et prendre la fuite. Ils ont d'ailleurs opéré de nuit, de manière à être le moins filmé possible, à ce qu'il y ait le moins de personnes dans les rues. En fin de compte, une fois tous les détails de la cible recueillis, c'est aux hommes du service d'Action d'agir. Et de ce que vous comprenez, il s'agissait d'agents israéliens ou des locaux? Je ne sais pas s'il s'agissait d'agents israéliens ou de locaux recrutés par le Mossad. Et il se peut très bien que les deux possibilités soient justes. Ils sont parvenus à arriver jusqu'à lui. Cela signifie que des Iraniens qui travaillent pour le Mossad ont dû le suivre, savoir où il résidait, confirmer son identité. Mais cela aussi a pu être fait en parallèle par des agents israéliens qui se trouvent à Téhéran sous de fausses identités. Mais je ne dispose pas d'indications précises sur l'origine des agents opérants. S'il s'agit d'Israéliens formés ici et envoyés en Iran, ou des Iraniens formés en Israël par le Mossad et renvoyés sur place pour opérer. Peu importe d'ailleurs ce qui a été fait. Cela veut dire quoi? Les possibilités sont infinies pour le Mossad? Nous avons toujours eu l'impression au cours des dernières années que le Mossad était capable de réussir toutes les missions qui lui incombent. Mais cela arrive, et même dans les missions les plus simples, qu'il y ait un problème opérationnel imprévu. Et cela a déjà arrivé. Une vieille femme peut par exemple être sur sa terrasse en pleine nuit et voir des hommes dans le bâtiment d'en face en train de s'infiltrer par effraction dans un local et appeler immédiatement la police. On ne peut rien faire dans ce genre de cas. Chaque opération réussie est un miracle. Et notre chance, c'est qu'il y a quotidiennement des miracles au Mossad, plusieurs centaines par an.
Le pays des miracles donc. Merci Mishka Ben David, écrivain et ancien commandant des renseignements au sein de l'unité Césarée de service action du Mossad. Merci à vous.